nous y redégringolons dans cet état sauvage. La loi du plus fort, je te mange parce que je suis plus fort que toi. Ça peut péter, comme disaient les Français. 9 sur 10 me disaient, ça va péter. Jean Lassalle est député des Pyrénées-Atlantiques, président du mouvement Résistons et ancien candidat à l'élection présidentielle. Dans son dernier ouvrage, intitulé « Aurore ou crépuscule, résistons », il décrypte la situation politique et sociale du pays, évoquant notamment une forme de totalitarisme mou d'un genre inédit et d'une redoutable efficacité, qui est parvenu à instaurer une forme de violence normale, quotidienne aux Français. Sommes-nous encore en démocratie? Nos élites ont-elles failli? Comment réenchanter notre modèle et réconcilier les Français? Nous avons rencontré Jean Lassalle pour répondre à ces questions. Revenir à votre ouvrage, qui est rédigé sous la forme de lettres que vous adressez à un compatriote. Je me suis inspiré d'Albert Camus. J'aime beaucoup Albert Camus. Et il avait écrit, certainement pas le seul, je connais quelques autres, mais lui c'était direct. En 1942, il avait imaginé ce livre et il écrivait lettre à un soldat allemand et qui lui répondait de temps en temps. Mais moi j'ai poussé plus parce que j'attends qu'il me réponde, j'attends qu'il me dise parfois qu'il comprend, la plupart du temps qu'il ne comprend rien, qu'il me relance, qu'il me pose des questions, qu'il me dise aussi que je l'emmerde, et qu'il m'insulte quelquefois aussi. Et moi, je le tiraille. Voyez-vous, dans un livre de ce type, il y a des choses qui sont difficiles d'être traitées en parlant à la première personne du singulier. Parce que sinon, vous donnez la théorie, mais la théorie elle-même aurait besoin que quelqu'un vienne l'alimenter pour qu'elle apparaisse plus réelle, plus vraie et en fait compréhensible. Alors, dès les premières pages de votre ouvrage, vous évoquez une situation politique et sociale insupportable, inhumaine. Vous expliquez que la France a perdu ses repères, qu'elle est au bord de la guerre civile. Un peu plus de 2 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, alors que la crise sanitaire bat son plein et que de nombreux Français finalement ont subi le contre-coup économique et sont en situation de précarité, est-ce que vous pensez qu'un nouveau mouvement de révolte populaire de grande ampleur pourrait avoir lieu prochainement? Oui, c'est fort possible. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a un seul moyen de l'éviter. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui souhaite qu'il ne se produise pas, c'est moi et beaucoup d'autres. D'ailleurs, les Français n'en veulent pas non plus. Mais personne n'en veut aujourd'hui. Personne n'a envie de faire des guerres. Et pourtant, il y a des guerres. Parce que c'est toujours ceux qui sont les plus démunis, qui ont le moins de... Voilà, qui partent en premier, sauf avec les armées de métier. Mais enfin, au bout d'un moment, dans le cadre d'une révolte, d'une guerre civile, c'est l'histoire prend tout ce qui passe. Et le sang coule avec tout ce qui passe. C'est des jeunesses entières qui sont décimées. Donc je ne veux pas. Donc mon rôle, c'est plutôt, depuis très longtemps déjà, depuis au moins 30 ans, que nous avons dévié sur une piste dangereuse, de mettre en garde, sans pour autant désespérer. Parce qu'il faut garder le fond d'espoir, sans lequel on n'est rien. Moi, je suis plein d'espoir. C'est pour la raison pour laquelle j'estime pouvoir dire aussi, attention, parce que, imaginons un peu ce que cela est devenu lorsque nous n'avons pas pu maîtriser, lorsque nos pères, lorsque nos aïeux n'ont pas pu maîtriser. Ils voulaient, mais ils n'ont pas pu. Dans votre ouvrage, vous soulignez aussi que les responsables semblent avoir perdu l'intérêt collectif, le sens du bien commun. Est-ce que selon vous, les élites françaises sont en crise? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de trahison des élites depuis une trentaine d'années? Il y a trahison, bien entendu, mais tout le monde n'est pas un traître dans tout groupe humain.
Je pense qu'à certaines périodes, il y a eu des dirigeants qui n'ont pas pris par manque souvent de clairvoyance, plus peut-être que par autre chose, par manque de courage aussi, qui ont fait preuve de trahison, oui. Mais ce n'est pas l'immense majorité des responsables. Regardez dans toutes les crises, ceux qui choisissent de servir, alors, la plupart du temps, sont animés d'un idéal fort, puissant, qui électrise votre corps. Vous savez que pour être un homme politique, normalement, il faut un cœur qui soit un volcan ouvert, qui envoie au fond de la dernière de vos cellules la lave rouge de votre sang. C'est l'Atna en éruption. Et en même temps, il faut un cerveau aussi froid qu'un iceberg qui n'a pas croisé un réchauffement climatique depuis 20 milliards d'années. Donc vous voyez, il faut quand même quelques aptitudes, mais c'est vrai pour l'homme politique, c'est vrai pour le journaliste de haut niveau, pour l'éditorialiste, c'est vrai pour le très haut fonctionnaire, quel qu'il soit et où qu'il se trouve. Tous ceux qui ont une mission essentielle à accomplir. Et dans toutes les avant-crises, on ne sait pas pourquoi, l'élite se perd. Et puis tout doucement, puis les repères. Puis après, quand on a perdu, eh bien on perd toujours un peu plus. C'est très difficile de se mettre dans le droit chemin. C'est comme une équipe de rugby, elle est bien huilée, elle est belle à voir, les avants fonctionnent, ils avancent, et puis les demi sont au relais, ils donnent l'impulsion, les trois quarts sont rapides, l'arrière est comme une lame de rasoir, le buteur marque tous les coups, c'est vrai pour le football, quand ça va marcher, ça marche. Mais si jamais, à un moment donné, ça ne va pas. Il y a souvent une ou deux petites origines, mais voilà. Pour autant, la plupart des joueurs sont les mêmes. Donc nous avons ensuite collectivement déjoué. Et en fait, nous l'avons fait, à mon avis, dès la chute du mur de Berlin, parce que notre modèle, nous avions à ce moment-là un modèle démocratique. Et notre modèle, d'une certaine manière, qu'on appelait de l'Ouest, avait gagné face au bloc, c'est pas pareil, au système soviétique. Et nous avons cru à la fin de l'histoire, certains l'ont dit d'ailleurs, l'histoire est finie, mais quelle méconnaissance, moi je ne connais pas grand-chose, mais quelle méconnaissance de l'homme. L'humanité est tragique, hélas, et pourtant elle ne le veut pas. Mais elle peut être tellement heureuse lorsque survient soudain un printemps, après un très long hiver, suivi d'un été qui voit grandir les premiers enfants, les moissons, les couples dans la plénitude de leur force, l'automne magnifique chez nous. Les raisins mûrissent, les confitures, etc. Il y a même des abeilles partout. Voilà, les crécelles et les grillons, à qui le mieux, encore dans les buissons, etc. Puis l'hiver surgit. Mais si ce n'est pas une période de crise, c'est un hiver qui passe. Et on reprend. Mais quand la crise est là, l'hiver s'éternise. Et le printemps met très longtemps. Et c'est dans cette période-là que ça peut péter. Comme disaient les Français, 9 sur 10 me disaient, ça va péter. Il y a quelques jours, vous avez été interrogé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Vous avez dit « La démocratie a été, elle est morte ». Dans votre livre, vous évoquez un totalitarisme mou d'un genre inédit. Vous expliquez « Les Français ne sont pas dirigés, ils sont trompés, ils ne sont pas administrés, ils sont contrôlés ». Comment s'exerce cette forme de totalitarisme que vous évoquez? Alors, pourquoi totalitarisme mou? Parce que dans la plupart des totalitarismes que nous avons connus, on voyait, notamment par exemple en période de guerre, pour prendre la dernière guerre, vous aviez
des armées effrayantes aux frontières, avec des drapeaux et des bannières immenses. Vous aviez des soldats qui claquaient au pas lancé, et vous sentiez, il y avait quelque chose, c'était dangereux. Et là, il n'y a rien. Et au fond, vous n'avez vu rentrer personne non plus. Parce que lorsque les Allemands ont mis leur poigne sur les pays occupés, comme d'autres l'ont fait, comme la France l'a fait dans d'autres circonstances, eh bien, celui qui subit le sent passer. Il se rend bien compte. Une rafale de mitraillette peut le lui signifier à tout moment. Voilà. Mais là, on n'a rien vu. Et pourtant, on s'est retrouvé dans la même situation. Alors pourquoi mou? Parce qu'il n'est pas fort en apparence, mais il est devenu hyper sophistiqué. Et surtout, lorsque vous avez le malheur d'émettre un jugement différent de celui que vous devriez avoir, soit le pouvoir public, l'État, s'organise très fort pour vous tailler en pièces, au moins moralement, comme on l'a fait pour les Gilets jaunes, ou alors, si vous êtes seul, plus nécessaire de vous déplacer en Sibérie ou à Fontana-Mont. On vous laisse vous dessécher sur pied. C'est-à-dire que personne, contrairement à ce que vous faites vous actuellement, ne vous demande plus rien. Donc, vous sentez bien qu'il y aurait des choses à dire, qui pourraient conduire à une réflexion, qui pourraient même la prolonger, que sais-je. Mais vous ne pouvez pas. Et vous tombez dans un isolationnisme totalement isolé, solitaire et, à vrai dire, mortel. Donc, pourquoi bon, il ne bouge pas, il n'est pas remuant. Mais quelle efficacité! Vous parlez beaucoup aussi des médias dans votre ouvrage. Vous parlez de médias nationaux sous contrôle, dont la quasi-totalité a renoncé à informer de manière compréhensible et objective. Vous déclarez que les Français subissent quotidiennement un lavage de cerveau. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et comment les Français peuvent aujourd'hui, justement, quels sont leurs moyens pour accéder à une autre information, une information libre, indépendante, plurielle, alors que dans le même temps, on constate que les réseaux sociaux, qui étaient un canal qui pouvait être éventuellement utilisé, commencent ou poursuivent de manière de plus en plus forte une forme de censure. Alors, essayons quand même de comprendre. Je disais tout à l'heure que pour être un homme politique, il fallait l'idéal. Pour être un grand journaliste ou un grand éditorialiste, il faut le même. Donc, ces êtres-là ne peuvent pas changer comme ça uniquement. Mais pourtant, ils ont accepté, petit à petit, ça ne s'est pas fait en un jour, d'être managés par M. Niel, M. Drahim, et quelques messieurs, M. Bolloré, vous voyez, et ils ont acheté leur organe de presse. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un très riche acheter, se payer un organe de presse? Il n'y a rien qui coûte plus cher que ça, avec des journalistes qui ne sont jamais contents, et c'est leur devoir. C'est affreusement difficile, mais au fait, pourquoi ils se payent ça? Mais ils se payent ça déjà pour que les journaux en question ne disent pas du mal d'eux, qu'ils n'entreprennent pas des enquêtes inopportunes, qu'ils ne viennent pas gêner. Et le journaliste, se faisant à une très large majorité, d'une très grande plage, lui semble-t-il, de paroles libres, la condition qu'il parle des autres, des adversaires, de la démocratie, de la laïcité, des musulmans qui ont mal tourné, et parfois même de tous, et à condition qu'il parle voilà, de République, surtout, hein, beaucoup de République. Et bon, comme il faut quand même parler affaires, parce que de temps en temps, nul n'est au-dessus des lois, il y a des gros qui tombent. Alors là, il faut s'acharner.
Celui qu'on a badé des années entières, tant pis, il faut un exemple comme comme au Moyen-Âge, comme dans les périodes voilà, où après tout on disait il faut faire un exemple pour les autres. Vous pensez que M. Duhamel s'attendait, alors qu'il a passé sa vie là-dedans, un jour à être traité comme il l'est? Pas du tout. Bon, il n'était pas blanc, le garçon. Bon, certainement, je ne suis pas juge, moi. Mais s'il s'avère que ce qu'il a fait a été fait, ça mérite. Mais le problème, c'est que, au fond, on a le sentiment que dans ces périodes-ci où ça se tend, les exemples ont besoin d'être de plus en plus fréquents. Et la violence s'exerce d'une manière plus violente que d'habitude. Et d'ailleurs, on dépaisse, et c'est souvent les collègues qui vous dépaissent. Mais ils ne s'en prennent jamais au système, puisque le modèle a disparu. C'est le système qui nous a vaincus. Vous voyez, cet ennemi qui n'était pas aux frontières et qui a gagné nos esprits, d'abord, ceux des politiques en premier, ceux des hauts fonctionnaires, parce que ça leur arrive souvent, ils ne sont pas... ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont beaucoup étudié. Vous n'avez pas un bac moins 10 là-dedans. Vous n'avez pas de petit salaire non plus. Et souvent, ils ont tous les éléments d'appréciation, je ne dis pas tous, je dis la même proportion que les politiques, la même proportion que les journalistes. Ils ne sont pas plus pires, mais ils ont des informations qui leur permettent d'anticiper. Donc c'est les premiers à rejoindre l'occupant et à le servir. Ils savent que ce n'est pas bien, mais ils se disent que ça peut s'arranger. Voilà comment la presse a fini par accepter, après que nous, les hommes politiques, nous ayons accepté de devenir un théâtre d'ombre, les hauts fonctionnaires d'assumer l'inassumable, et quelques-uns, et les journalistes d'être voilà, sous la tête de gondole des entreprises parfois les plus dégueulasses. Peut-être d'abord dans ce livre que je dise ce que j'ai voulu faire, parce que je ne l'ai pas dit, et je me disais, tiens, on va en parler, mais on en parle un peu partout. J'ai voulu montrer quelle était notre vie aujourd'hui, comment nous la ressentions, comment nous avons pu la ressentir. Et j'ai voulu dire vraiment, avec mes mots à moi, ce que je ressentais, mais ce que ressentait tout ce que j'avais pu rencontrer, même ce qui était a priori très bien, et qui allait très bien. Et j'ai voulu savoir comment nous avions pu en arriver là, parfois en allant fouiller très loin. Et j'ai voulu, parce que faire des constats et donner des leçons, ça, tout le monde le fait. Et j'ai voulu me hasarder à proposer une solution pour nous en sortir. Alors, il y a beaucoup de provocations quand même là-dedans, parce que moi, qu'est-ce que je propose? Je propose de prendre la suite du général de Gaulle. Donc, je pense qu'il faut qu'on reprenne de grandes initiatives qui nous transcendent, mais c'est-à-dire une vision, la capacité à constituer aussi comment je devrais dire, un élan optimiste, peut-être joyeux, qui permet d'imaginer la reprise du progrès pour l'homme. Tu seras un homme, mon fils, et tu seras plus heureux que je ne l'ai été, et surtout que ne le fut ton grand-père, ton arrière-grand-père. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi plusieurs fois de la résistance, vous faites l'éloge de la résistance, notamment vous parlez de la résistance des Gaulois contre les Romains, des Français résistant contre l'occupant allemand. En quoi consiste désormais la résistance que vous évoquez, puisque vous parlez de résistance aussi, de la nécessité de résister aujourd'hui? C'est très difficile, parce que, encore une fois, c'est la dictature molle. Donc, a priori, quelque chose qui est mou, vous voulez, mais personne ne comprend pas. Même si tout le monde râle en permanence,
Si on ne vote plus si les Français ne votent plus ils vont voter aux prochaines présidentielles, si on n'établit pas si on ne vote pas le vote blanc. Et ça ne demande qu'une décision de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais ils vont aller voter aux présidentielles à 20%. Les dernières européennes, c'était 20%. Bon, on ne votait pas aux européennes autrefois, hein. Ni les régionales non plus d'ailleurs, à la proportionnelle. Mais enfin, ça va être général. Donc, comment peut-on lutter contre cet état de fait qui, au fond, semble de la responsabilité de tous? Et quelque part, c'est vrai. J'ai voulu citer les Romains, mais j'en ai cité d'autres. J'ai voulu citer la dernière guerre, mais j'en ai cité d'autres. Parce qu'il y avait quelqu'un à qui on pouvait résister. Une autorité ou une dictature clairement exprimée. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire du lassal primaire. D'ailleurs, je me suis lassalisé. Du verbe lassaliser, premier groupe. Voilà, le premier groupe. Donc, vous êtes obligé quand même de dénoncer quand vous le pouvez, et je ne manque pas de le faire à l'Assemblée nationale, tantôt d'une manière très sérieuse, tantôt avec de l'humour, c'est selon, tantôt tranquillement, ce qui me semble être un problème. Et la manière de résister aussi, c'est de ne jamais voter ce que vous ne pensez pas devoir voter, et de le faire savoir par tous les moyens. Et puis ensuite, c'est de participer à tous les mouvements comment je devrais dire, les mouvements qui semblent exprimer des sentiments profonds. Les Gilets jaunes ont été un de ces moments-là, et c'est la raison pour laquelle je leur ai consacré 2 chapitres, je crois, ou 3. Voilà. Mais j'ai vu la violence aussi de ces manifestations. Et j'ai vu que c'était difficile, même là, à ce niveau-là, de résister. Parce que vous pouvez perdre un œil, vous pouvez être éborgné. Un jour, je me suis trouvé isolé, je ne sais combien de grenades j'ai pris. Il n'y en a aucune qui m'a touché pour de bon. Enfin, il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui a perdu un œil de plus aussi. Donc, c'est un système qui a instauré une forme de violence, je parle toujours d'un système, instauré une forme de violence normale, quotidienne. Alors ça, vous la subissez si vous allez dans une manifestation, sinon vous la subissez dans votre solitude, parce que c'est une solitude qui n'est pas heureuse. C'est une solitude imposée. Voilà. Alors, bien sûr, les Covid sont venus exacerber tous ces sentiments et toutes ces raisons de se retrouver dans cette posture malheureuse. Donc la résistance, c'est de dire non. Moi, je ne participe pas de cela. Et comme je suis de naturel joyeux, j'ai plutôt tendance à le montrer chaque fois que je peux. Alors justement, malgré des constats assez durs, assez implacables sur l'état de la France aujourd'hui, eh ben, dans votre livre, on voit que vous ne vous résignez pas, vous dites que vous voulez garder la flamme de l'espoir intacte, et vous insistez sur la nécessité de s'unir et de faire corps. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut rassembler et réconcilier les Français aujourd'hui, qui, vous l'avez dit, sont parfois divisés, il peut y avoir des fractures assez profondes dans la société. Comment faire pour combler ces fractures, rassembler les gens, les réconcilier? Voilà, j'aime bien votre terme de rassembler, parce que je crois qu'effectivement, c'est ce qu'il faut réussir à faire. Résistance, rassemblement, et pour cela, je crois qu'il faut convoquer à nouveau quelques constantes de la nature humaine. D'abord, l'homme, c'est sa capacité à se servir du verbe dont il a été. Le verbe, ça peut être fort, de la plume, la réhabilitation du verbe et de la plume, leur mariage. Et puis, il faut inviter de nouveau quelques symboles que nous avons perdus de vue. Parmi ceux-là, il y a la République. Bon, on peut discuter des républiques, nous en avons juste 5. Mais enfin, toutes se sont quand même peu ou prou appuyées
sur la Constituante, qui avait déjà dit beaucoup de choses. Et puis, les symboles, il y a l'État. Parce que l'État est né en même temps que naissait la France. D'abord avec des rois qui ne représentaient que des bouts de France, qui parvinrent un jour à réussir à devenir et à occuper, à devenir France et à occuper magnifiquement l'espace qui lui semblait réservé depuis la nuit des temps, bordé de mers et d'océans, avec des montagnes partout où il les fallait, un bassin parisien, rhodanien et aquitain pile poil, une grande capitale, voilà. Donc il faut qu'on vire à nouveau les symboles, l'État, et je dis que l'État, c'est pas forcément changer de république, parce que, comme disait mon père, quand je ne réussissais pas trop bien à la main quelque chose, il disait mauvais outil, mauvais ouvrier. Donc, je pense que c'est l'État. Or, l'État est indispensable. Il s'est imposé en France sous les rois et il a servi les présidents. Il a servi les premiers ministres, il a servi les gouvernements, quelles que soient les constitutions. Et il s'est lui-même égaré. Et il ne joue plus le rôle d'avoir de symbole. J'ai dit l'État symbole. C'est celui auquel nous nous rallions tous. Mais symbole, outil. Parce que l'État, lui, on parle souvent des États comme des monstres froids. Mais un État lui-même, il est froid. Même s'il y a beaucoup d'âmes, d'hommes et de femmes qui croient au ciel ou qui n'y croient pas, qui le servent tous les jours. Mais lorsque la flamme s'éteint, lorsqu'il n'est plus là pour protéger les plus en nécessité d'être protégés, lorsqu'il n'est plus là pour impulser, et surtout lorsqu'il n'est plus à la disposition de ceux que le peuple a choisis pour le représenter, pour y parler, pour y écrire, pour graver la loi dans le marbre et la faire appliquer, contrôler l'exécutif, etc. L'État, à ce moment-là, cesse d'être un outil. Et il devient ce qu'il est aujourd'hui, un point mort, qui bloque tout, à tous les niveaux, ce qui fait que... voilà. Donc il faut reconstituer un certain nombre de symboles. J'ai choisi de m'étendre un peu sur celui de l'État, symbole et outil, parce qu'il dit beaucoup, et il peut faire beaucoup. Lors d'un entretien avec notre média récemment, le docteur Louis Fouché, qui est réanimateur anesthésiste à Marseille, à l'hôpital de la Conception, déclarait que l'épidémie était une chance, qu'elle pouvait nous apprendre quelque chose, nous éclairer sur toutes les faillites du système intérieur. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que cette épidémie, ce virus, est une opportunité de se recentrer sur l'essentiel, de reprendre peut-être contact avec le réel? Certainement, oui. Je dis certainement parce que je n'ai pas de boule de cristal. Mais et que l'expérience que nous vivons et le long entretien que vous me consacrez vous montre qu'on n'a pas connu tellement, on n'a pas tellement d'expérience de ce type de situation, puisqu'il faut beaucoup d'explications pour essayer de comprendre ce que c'est un totalitarisme mot. Vous voyez? Donc il se peut, et c'est certainement d'ailleurs cela, souvent, c'est des signaux faibles ou plus forts qui, soudain, font que les peuples sont obligés de se réveiller parce que ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne plus. Et disons que si nous arrivons d'une manière ou d'une autre à en sortir le plus rapidement possible, alors là, ce sera totalement salutaire. Parce que nous aurons une nouvelle chance de nous reprendre. Et peut-être de refaire les temps heureux du Conseil national de la résistance. Et voilà, donc oui, salutaire si nous savons comprendre à quel point nous ne sommes plus rien. Nous ne représentons plus rien. Et qu'au contraire,
il faut redevenir tout ce que la nature nous a donné, ce qu'elle a voulu que nous soyons, pour en effet prolonger l'humanité et permettre à la civilisation qui s'effondre sous nos yeux alors que nous avons été un des pays qui a le plus aidé l'humanité à monter en civilisation, parce que nous étions tous des fauves, mais aujourd'hui nous y redégringolons dans cet état sauvage. La loi du plus fort. Je te mange parce que je suis plus fort que toi. Voilà. Et à remonter petit à petit les marches de la civilisation. Et à partir de ce moment-là, tous les espoirs sont à nouveau permis. On a dit que la France était un pays à caractère universaliste, porté par une langue certes difficile à maîtriser, à apprendre, mais porteuse en elle-même de profonds sentiments d'indépendance et de liberté. Elle peut à nouveau féconder, polliniser et éveiller. Moi je parle de la France parce que je suis français. Et je suis très heureux, c'est un bonheur, d'être français parce que je trouve ce pays merveilleux. Et je trouve que c'est un honneur, une chance d'y vivre tant et tant d'êtres à travers le monde rêvent simplement d'y faire un tour, d'autres de venir s'y établir, et puis de servir la France, qui a été pas qu'un pays d'hommes politiques, pas qu'un pays de rois, pas qu'un pays de présidents, d'État, ou de je ne sais quoi, mais de grands artistes, de grands penseurs, d'hommes et de femmes qui ont fait rire ou pleurer, ceux qui ont permis des traités, après les batailles, ou parfois même sans bataille, qui ont tant innové de se réveiller, alors qu'aujourd'hui nous n'avons que des vieilles barbes qui passent à la télé depuis 25 ans et qui découragent tout le monde, au point que tout le monde se retrouve devant les réseaux sociaux dont nous avons déjà parlé. Et vous concluez votre ouvrage sur une note toujours pleine d'optimisme. Donc vous évoquez le retour des jours heureux en citant André Malraux avec une belle phrase. C'est très rare qu'une civilisation ne se fonde pas sur des valeurs spirituelles. Qu'est-ce que représente la spiritualité pour vous ? Est-ce que c'est un point d'ancrage, un point d'appui pour traverser l'heure la plus sombre, celle qui vient juste avant le lever du soleil, comme vous l'écrivez? Oui. Alors, c'est très difficile parce que je m'adresse aussi bien à ceux qui croient au ciel qu'à ceux qui n'y croient pas. Pour moi, c'est un bien commun dans lequel nous sommes inscrits. Et croire au bien commun, c'est croire à tous ceux qui nous entourent, en acceptant une fois pour toutes que c'est une réalité dont nous connaissons très peu de choses, mais à laquelle nous pouvons souscrire sans que ça ne nous coûte un sou. Et en tout cas, cette réalité-là ne nous conduit pas à nous comporter comme des chiens ou des fauves, mais elle aurait plutôt tendance à nous remettre sur les sentiers de l'émerveillement. C'est pour ça que, effectivement, le retour, mais c'est le mot m'échappe maintenant, dont parle Malraux, de la spiritualité, eh bien, la spiritualité, c'est tout ce qui touche au domaine qui nous est si cher à tous, celui de la réflexion partagée, du commun, je dis souvent cela, et je peux en parler longtemps, de tout ce qui permet de nous élever, permet aussi de nous rendre compte que plus je sais, et plus je me rends compte que je ne sais rien, de nous ramener à la modestie, et en même temps, et quoi qu'il en soit, d'être accompagné par cette forme de sérénité, sans laquelle rien ne peut décidément aboutir, ni même voir le jour.
Pour conclure, est-ce que sur une touche de gaieté, de cet optimisme dont vous parlez souvent, vous dites qu'il est si essentiel, est-ce que vous seriez d'accord pour fredonner quelques notes d'un air traditionnel du Béarn, par exemple? Ah oui, bien sûr. Vous voulez du Béarn, oui. Aqueras montañas qui tan haudos son, men pechon de vede, mas amoson son. Si canti, io che canti, canti pasperio, canti per ma mia, che io pres de io. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Merci infiniment à vous aussi. Parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point un entretien comme celui que nous avons eu, où je certes été long, maladroit certainement dans l'expression, fait du bien. Il fait du bien parce qu'il permet de corréler ce que je dis dans ce livre, un certain nombre de données éparses qui vous sont jetées en pâture, mais que vous ne pourrez jamais mettre bout à bout pour essayer de tenir un embryon de raisonnement, et vous m'avez permis ce grand moment de bonheur. Merci.